Aujourd'hui, ils veulent tous voler avec moi. Aujourd'hui, quand c'est le commandement, encore hier, j'ai fait un vol derrière, puis il y a une dame qui m'a dit, moi j'ai bien peur de l'avion, puis je me sens en sécurité, parce que quand j'ai vu que c'était vous qui étiez aux commandes. Mais ça ne change rien dans la réalité des faits. Mais si cette même personne-là, on lui avait dit, avant le vol 236, que je sois devenu une célébrité, que c'est un ancien prisonnier qui est votre commandant de bord, et cette personne-là qui a toujours peur de l'avion, est-ce qu'elle aurait eu peur 2 fois plus de l'avion, vu que c'est un prisonnier qui est rendu le commandant de bord, que maintenant, après le vol 236, la prison, ça n'a plus d'importance. On sait tous c'est quoi les préjugés autour de la prison. Hein? Puis que là, maintenant, vu que c'est moi l'héros national, c'est comme oublier mon histoire de prison. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais Robert Piché, dans les faits, il est le même gars avant et après les événements. Donc, c'est juste le préjugé qui disparaît parce que j'ai une crédibilité que le vol 236 m'a donné. Pour ce que je dis, les gens prennent ça pour du content. Mais je suis le même gars. C'est le même gars qui a fait la prison, qui a fait le vol 236. Moi, aujourd'hui, c'est plus grave, tu vois. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le commandant nous informe que nous devons nous préparer à faire un amérissage d'urgence. Restez calmes et écoutez attentivement. Ladies and gentlemen, the captain informs us that we should prepare for an emergency ditching. Remain calm. Listen carefully. Donc, dans le fond, si la personne croit que le pilote, c'est un ancien alcoolique, un ancien prisonnier, ça va changer leur façon de fonctionner? Bien, moi, d'après moi, leur peur va peut-être s'agrandir. Puis toi, puis moi, on sait, pour donner un séminaire sur la peur de l'avion, que bien souvent, les gens, c'est quelque chose qui s'est passé dans leur vie pour les emmener à avoir peur de l'avion. L'avion est simplement un médium pour leur dire, tu sais, telle peur que tu as eue quand tu étais plus jeune, bien, aujourd'hui, la réalité, c'est l'avion qui te remet cette peur-là en face. Mais ça, puis tu le sais comme moi, ça n'a absolument rien à voir avec l'avion. Mais en tant que Robert Piché, commandant de bord, ils me mettent une pression terriblement forte. Je suis capable de la gérer, mais il reste toujours que faut pas que je m'arrête à ça, parce que le préjugé que les gens ont, je m'aperçois que c'est mal fondé, parce que je suis le même gars. Fait que pas de vol 236, personne n'aurait voulu voler avec moi. Fait que le vol 236, tout le monde veut voler avec moi. Donc, on voit bien que le préjugé était mal fondé. Hein. Tu vois, ça, c'est une autre chose qu'on va parler, toi et moi, bientôt. On va offrir aux gens la possibilité de faire un mini-atelier qu'on veut monter sur les peurs et les phobies. On va aider les gens d'entreprise pour qu'ils comprennent que souvent les peurs et les phobies vont les empêcher d'atteindre les objectifs qui se sont fixés au départ. Oui, parce que bien souvent, les gens se servent de leur peur et de leur phobie pour jouer à la victime. Voilà. Puis quand ils jouent à la victime, ils ont comme l'impression qu'ils sont en vie. Mais dans le fond, ça les empêche d'avancer. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition parce qu'ils se disent « Bon, ça ne peut pas m'arriver, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. » Donc, ils se mettent dans un genre de zone de confort qui est vraiment inconfortable, puis ils pensent qu'ils sont en vie pour autant. Mais ce serait une bonne chose de leur en parler, d'essayer de leur faire découvrir. Comment sortir de cette zone de confort-là? Pour amener à les peurs et aux phobies. Tu vois, avoir des résultats différents. C'est ça. Ouais. Moi, tu me poses la question, comment j'ai réalisé, c'est qu'en tant que pilote, avec l'expérience que tu as et l'entraînement que tu as, tu appréhendes toujours le jour que peut-être que dans ta carrière de pilote, tu vas faire face à une situation qui n'a jamais arrivé, puis qu'il va falloir que tu prennes des décisions en fonction de t'en sortir, parce que ta qualité et ta priorité numéro 1 en tant que commandant de bord, c'est d'assurer la sécurité de tes passagers et d'assurer la sécurité de l'équipement que tu as avec toi. Moi, quand je vais travailler, j'ai la vie de 353 personnes entre mes mains, puis j'ai un appareil qui vaut incluant la mienne, puis j'ai un appareil qui vaut 150 millions. Donc, mon patron me fait confiance avec 353 vies et un appareil qui vaut 150 millions. C'est toute une responsabilité. Mais je ne suis pas venu des commandants de bord d'un gros porteur hier. Non. Ça fait quand même 40 ans que je suis dans le domaine et tout, tu vois. Fait qu'il reste toujours que en tant que tu avances dans ta carrière, puis tu arrives des moteurs qui arrêtent, tu arrives des petites affaires, mais jamais la panne ultime, comme qui m'est arrivé dans la nuit du 23 août 2001. Je sais, en tant qu'être humain, et non en tant que commandant de bord, je sais qu'en tant qu'être humain dans ma tête, je suis en plein milieu de l'océan Atlantique. Ça, je le sens partant. Et la petite lumière qui s'allume
dans mon tableau de bord, me dit que j'ai un problème de carburant. Tu n'as pas besoin d'être un Einstein en aviation pour comprendre, en plein milieu de l'Atlantique de nuit, problème de carburant. Pas une bonne nouvelle. Déjà, il y a une petite lumière qui s'allume, tu vois. Fait qu'à quelque part, quand j'ai réalisé que j'avais un problème de carburant, j'ai eu un blackout parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis c'est pas que je ne savais pas quoi faire dans la procédure, c'est que je ne croyais pas, premièrement, que c'était en train de m'arriver à moi, qui avait travaillé fort pour prendre ma place dans la société, puis revenir sur un gros porteur aérien, et travailler fort pour être au top, au summum, malgré les embûches que je m'étais mis moi-même dans travers les jambes, et que ça, c'est en train de m'arriver là. Moi, j'y croyais pas, c'est ce qui m'a fait faire un blackout. Puis là, comment tu fais pour te sortir de ce blackout-là? C'est drôle, l'anecdote, je la compte dans ma conférence. Moi, j'avais un vieux chef pilote quand j'ai commencé à travailler chez Air Gaspé. J'avais 20 ans, je sortais du cégep. Au cégep, ils disent tout le temps, faites-vous-en pas. Quand vous allez sortir sur le marché du travail, ils vont vous prendre dans une compagnie quelconque, ils vont vous montrer les genres d'avions qui opèrent, ils vont vous choisir comme premier officier sur une machine, ils vont vous donner de l'entraînement au sol, ils vont vous donner de l'entraînement à l'air, puis après, vous allez avoir des examens à passer, pratiques autant théoriques, et un coup que tout ça va être fini en 2-3 mois, vous allez être comme premier officier à part entière sur une machine, il fallait commencer à 6 passagers, 2 petits moteurs, puis après ça, tranquillement, pas vite, vous allez monter dans les échelons, jusqu'à temps que vous deveniez commandant au bout d'1 an ou 2 ou 3 ans dans cette compagnie-là. Fait que vous n'avez pas à vous en faire, tout va bien aller, même si vous sortez du cégep avec votre licence commerciale, vous êtes un verre dans l'aviation, l'expérience va venir avec le temps. Moi, quand je suis sorti du cégep, j'ai gradué, je pensais en gars tout à fait naïf que même ça allait se passer. Je rentre dans le bureau du chef pilote, il y a de l'air un peu nerveux, plus nerveux que la première fois que je l'ai vu, peut-être 1 heure avant. Il dit, écoute, le jeune, il dit, je te remercie d'être venu si vite. Il dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Moi, je suis debout devant lui dans son bureau. Je pense vite, je m'ai demandé la mauvaise nouvelle. C'est tout de suite, t'es dehors, il faut m'en aller tout de suite le plus vite possible. Je dis, on y est avec la mauvaise. Il dit, la mauvaise nouvelle, il dit, t'as vu l'avion, j'imagine, quand t'es arrivé, il n'était pas là tantôt, ben, le pilote était censé se faire ce vol-là. Il a fait un accident s'en venant à l'aéroport, puis il est à l'hôpital sur surveillance. Il n'est pas magané, mais il faut qu'il passe la nuit sur surveillance, sur consultation. Puis je me disais à moi-même, cette nouvelle n'est pas si mauvaise que ça, le gars n'est pas mort. J'ai hâte de voir c'est quoi la bonne nouvelle. Puis il dit, OK, la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, il dit, c'est toi qui fais le vol. Fait que là, dans ta tête, tu as 20 ans, là, tout ce que tu as appris au cégep, ça vient de tomber. Puis là, tu essaies de te souvenir de ton cours, tu sais, pour voler un 2 moteurs, parce que ça faisait de même quelques mois que je n'avais pas volé. Puis vu que je n'ai pas d'expérience, là, je dis-tu oui ou je dis-tu non? Là, je dis, ben, je vais dire oui. Si j'ai dit non, il y a peut-être 12 gars qui attendent pour prendre ma place. Puis si j'ai dit oui, puis je décolle, puis je me crache en décollage, je ne suis pas plus avancé, ma carrière va se finir là. Je dis, de toute façon, ma carrière se finit là. Fais-moi dire oui. Je dis, OK, je suis votre homme. Par contre, j'aurais 3 questions à vous poser, moi aussi. Ben, il dit, dépêche-toi, les passagers ils attendent. J'ai la première question, j'ai dit, j'imagine c'est cet avion-là que vous voulez que j'amène à Port-Monier, vous voulez me dire Port-Monier, dans ce cas-ci. J'ai dit oui. J'ai dit, est-ce quel modèle d'avion que c'est ça? Ben, il dit, ça, c'est un Aztec, le jeune. C'est drôle, moi au cégep, il y a des gars qui m'ont montré des photos d'Aztec. Puis c'était pas trop le même avion. Ah, ils ont dû te montrer des avions d'Aztec flambant neufs des années 70. Ça, c'est un vieux Rafio des années 50. Je suis bon, mais ça commence très bien. C'est une mauvaise nouvelle. Oui, et c'est quoi ta deuxième nouvelle? Ta deuxième question? J'ai dit, bon, ma deuxième question, j'ai dit, comment je fais pour partir les moteurs? J'ai dit, moi, je viens du cégep, mais je suis un green, j'ai pas d'expérience. Ça marche comme les autres avions. J'ai volé juste un modèle d'avion, puis c'est pas celui-là. Là, il m'en regarde en voulant dire toute une flèche que je viens d'embaucher. Hein? J'ai dit, j'ai-tu bien fait de le prendre? Mais là, j'ai pas le choix. J'ai juste, il m'en regarde de ce genre-là. J'ai juste lui sur sa main. Mais c'est comme les autres avions, de magnéto, il y a un starter, mixture, pitch, throttle, tu décolles, tu montes les routes, tu en vas 20 minutes, tu atterris, n'oublie pas de descendre les routes, tu rentres, débarques tes passagers, tu as fait la même chose, tu reviens. En une heure, ton affaire est réglée. J'ai dit de même, ça a l'air super facile. Il dit, c'est quoi ta troisième question? J'ai dit, c'est où Port-Monier? J'avais aucune espèce d'idée de ce que c'était Port-Monier. Je vais faire le vol, je reviens, puis je suis pilote matin. Je dis, ah, vous êtes bien gentil de m'avoir attendu. Il dit, c'est pas vous. Non, il dit, ton premier vol de commandant à vie, il faut que ça se fasse. Fait que là, on s'en va à la brosserie en ville à Gaspé, on se met à prendre un peu de bière. Puis j'ai dit, écoutez, j'aurais une question pour vous. Ah, il dit, t'arrêtes pas de poser des questions, les gens. J'ai dit, écoute, demain, c'est bien beau, je suis commandant, c'est le fun, là. Ça s'est bien passé à soir, j'ai peut-être probablement été chanceux. Mais demain, s'il m'arrive un problème avec l'avion, qu'un moteur manque, ou une fuite de carburant, ou les roues ne veulent pas descendre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il part à rire, tu sais. Puis il dit, jeune, c'était pas tant fait. Il dit, la seule chose dans la vie qui est importante, c'est de prendre une décision. Prendre une décision. Il ne faut pas que tu restes assis sur ton problème.
Je disais, OK, ouais, prendre une décision. C'est bien légitime, c'est facile comme réponse, là, mais vu que j'ai pas d'expérience, puis par trop avec un problème, j'essaie de prendre des décisions, mais aperçu que j'ai pas pris la bonne décision. Il repart à rire, bien ça, c'est pas un problème. Il dit, laisse faire ta première décision, par prendre deuxième. Puis il dit, en avion, là, il dit, il m'a donné un conseil, il faut que tu prennes des décisions jusqu'à temps que tu te sens confortable dans ton problème, puis que tu sais que tu vas t'en sortir. Mais la chose ultime qu'il ne faut jamais que tu oublies, c'est aussi longtemps que ton avion vole, tu vas toujours t'en sortir. Ça, il m'a dit ça le 14 décembre 1973. Tu me poses la question comment j'ai pensé quand le deuxième moteur, quand j'ai commencé à avoir un problème de carburant, puis j'ai eu un blackout, c'est à lui que j'ai pensé. J'ai jamais pensé à lui du 14 décembre 1973 au 23 août 2001. C'est un souvenir qui a fait surface. C'est un souvenir qui a fait surface, comme quoi je l'avais mis, parce que j'avais trouvé ça logique, ce qu'il m'avait dit. Puis c'est là que je me suis réveillé, c'est pas compliqué. Il m'a donné la solution. J'ai un problème qui est dur à gérer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre une décision. J'ai engagé le premier officier, j'ai déclaré une urgence, on s'en va aux Açores. Là, il dit, hey, pourquoi on s'en va aux Açores? C'est à Lisbonne. Non, on s'en va aux Açores. J'ai une décision à prendre, je m'en vais aux Açores, puis je vivrai avec. Puis là, mon temps incarcéral, que j'ai fait d'incarcération, a sorti dans ma tête, vite fait. J'ai d'un coup, j'ai atterri aux Açores. Puis je n'ai pas de problème de carburant, c'était un warning, c'était un bug dans le système informatique. Puis j'ai atterri avec les deux moteurs en main, puis j'ai fait peur à 293 personnes. Le Robert Piché, tu me posais la question des préjugés au début. Le Robert Piché, que la prison va ressortir d'un journal, puis c'est qui a pris une décision de faire peur à des gens qui n'avaient pas de décision à prendre, qui a dû continuer à Lisbonne, il n'aurait jamais eu de problème. Là, je pense que ça aurait été un autre ballgame, mais j'ai passé par-dessus ça pareil, parce que ce vieux chef pilote-là m'avait dit, aussi longtemps que ton avion vole, fais-toi-en pas, tu vas t'en sortir. Et quand je suis parti vers les Açores, là, le premier moteur a arrêté, puis le deuxième moteur a arrêté. Là, j'étais vraiment face à la situation que lui me disait, et j'ai eu un autre blackout à ce moment-là. Et là, je me suis dit, tant que l'avion vole, il faut que ça sorte. Ça m'a pris je ne sais pas combien de temps, 15 secondes, 30 secondes, 2 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Je me suis baissé la tête pour me dire que ça ne se pouvait pas ce qui était en train de m'arriver. Et quand je me suis levé la tête, je me suis dit, bien, faut que je vais regarder si l'avion vole bien. J'ai testé l'avion, puis l'avion volait. J'ai dit, ce bonhomme-là vient de me donner ma deuxième solution. L'avion vole. J'ai une île en avant de moi, j'ai une piste d'atterrissage. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'atterrir. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est le même que j'ai pensé. Et c'est ce qui m'a permis d'atterrir cet avion-là. C'est rien de sorcier. C'est pas Robert Piché qui a atterri cet avion-là. Physiquement, c'est moi. Mais psychologiquement, c'est ce vieux chef pilote-là qui était reconnu comme un vieux Winnow qui m'avait donné la solution qu'en 1973, j'ai sauvé, en 2001, j'ai sauvé 293 personnes à cause de lui en 1973.